Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous avoir rejoints si nombreux, puisque vous êtes très nombreux, très nombreux aujourd'hui pour cette séance d'information et de sensibilisation à la vaccination contre la Covid-19. Donc, pour que ce soit clair, bien sûr, tout le monde est le bienvenu, il n'y a pas d'ostracisme vis-à-vis de quiconque voudrait se brancher et participer à ce webinaire, mais il a été construit pour le personnel de première ligne et j'ai le plaisir d'accueillir la professeure Soraya Cherifi qui, en tant qu'infectiologue qui connaît évidemment très bien tout ça, va vous présenter une partie importante de ce webinaire. Alors peut-être pour remettre en perspective ce dont nous allons parler, parce que on est dans une situation tellement particulière avec la pandémie, avec le fait que les vaccins sont nouveaux, avec toute la communication autour, qu'on oublie que c'est une vaccination comme on en fait depuis 2 siècles, et c'est une technique de lutte contre les maladies infectieuses qui trouve son origine au 19e siècle. Le premier, c'est Jenner, qui est un Anglais, et qui au fond observe que les fermiers qui sont au contact de vaches infectées par une maladie bovine qui s'appelle la vaccine sont manifestement protégés contre une maladie infectieuse, une maladie virale qui fait des ravages terribles à l'époque, qui est la variole. Et donc il a l'idée d'inoculer le contenu d'une pustule de vaccine à un jeune enfant et de le protéger ainsi contre la variole. Et c'est de cette expérience-là, de cette idée-là, que vient le terme de vaccination, qui se réfère à cette maladie de la vache, qui en latin se dit vacca, et la maladie est la vaccine. Mais évidemment, le père de la vaccination, à juste titre, je pense, c'est Louis Pasteur, parce que, contrairement à Jenner, il n'utilise pas une curiosité biologique qui est la proximité d'une maladie animale et d'une maladie humaine. Il travaille sur le virus de la rage et il l'atténue, il l'affaiblit par des techniques de culture au laboratoire, ce qui fait que quand la maman d'un petit garçon, Joseph Meister, qui a été mordu par un chien enragé, vient le consulter, il est prêt et il vaccine le petit Joseph en profitant de cette situation très particulière de la rage, que le temps d'incubation de la maladie, donc le temps entre la morsure et l'apparition de la maladie est très long, c'est 2 mois. Et donc pendant cet intervalle, Louis Pasteur vaccine le petit Joseph Meister. Et ça, c'est le concept de la vaccination qui est toujours absolument valable aujourd'hui, qui est en fait un concept assez simple. Nous savons que beaucoup de maladies infectieuses, surtout les maladies infantiles, mais pas que, nous ne les faisons qu'une fois, et nous ne les faisons qu'une fois parce que notre système immunitaire apprend à se défendre contre cet agresseur. C'est d'ailleurs comme ça qu'on guérit. Et une fois qu'on a appris, c'est comme la bicyclette, ça ne s'oublie pas. Et donc, lorsque l'agent infectieux se représente à nous, nos défenses immunitaires le détruisent avant que nous refassions la maladie. Et au fond, la vaccination, c'est provoquer cette réaction immunitaire et donc provoquer la mémoire dans notre corps d'une maladie que nous n'avons jamais rencontrée et qui, ainsi, lorsque nous allons la rencontrer, ne pourra pas se développer en nous. Et depuis les expériences de Jenner et de Pasteur, c'est une des grandes victoires de la santé publique et il y a un nombre impressionnant de maladies aujourd'hui auxquelles nous ne pensons même plus ou que nous ne rencontrons plus comme praticiens ou pratiquement plus grâce à la vaccination. Alors il y a évidemment la variole, qui est la seule maladie qui a été réellement éradiquée grâce à la vaccination.
Et cette éradication a été possible parce que c'est très particulier à la variole, c'est une maladie qui n'a pas d'autre réservoir que le réservoir humain. Et c'est un grand programme de l'OMS de la deuxième moitié du XXe siècle qui s'est soldé le 8 mai 1980 par l'annonce officielle de l'éradication de la variole. Mais vous avez évidemment des tas d'autres maladies qu'on ne rencontre plus, que ce soit le tétanos qui est devenu très rare, la polio. Hein, quand moi j'étais enfant, il y avait encore pas mal de gens qui clopinaient comme séquelle de la poliomyélite et qui est aujourd'hui une maladie qu'on ne rencontre presque plus, pas tout à fait éradiquée, mais presque plus. Et bien sûr, beaucoup de maladies infantiles, la rougeole qui continue à tuer dans les jeunes enfants dans beaucoup de pays du monde qui n'ont pas la chance d'avoir accès à ce qui est pourtant un vaccin extrêmement simple et extrêmement efficace. Et vous voyez, cette liste est évidemment très longue. Et l'OMS rappelle que la vaccination est une des interventions de santé publique les plus efficaces et qui représente aussi le meilleur rapport coût-efficacité. Les vaccins, même si on peut parfois se plaindre de leur prix, sont en fait de coûts dérisoires par rapport à ce que coûte la prise en charge des malades ou même un test de dépistage PCR contre la Covid-19 est incomparablement plus coûteux qu'une dose de vaccin. Alors, on entend beaucoup dire que la Covid-19, c'est quand même pas une maladie très grave. Beaucoup de gens ont juste un peu le nez qui coule, un peu de température, et c'est vrai. Mais on oublie quand on dit ça que ce n'est pas seulement la virulence, la capacité de la maladie à donner une maladie grave qui va être responsable du nombre de décès. Pour vous illustrer ça, j'ai simplement comparé deux maladies virales, la grippe espagnole. Je pense que tout le monde a entendu parler de l'épidémie de grippe espagnole qui a ravagé l'Europe en 1918. Eh bien, c'est une maladie, c'est une grippe. Et donc, sur 100 personnes atteintes, 97 en guérissaient. En non guéri, ça fait une mortalité de l'ordre de 3%. Et pourtant, c'est une maladie qui a tué 50 à 100 millions d'Européens pendant l'épidémie de 1918. Par comparaison, une épidémie actuelle qui se développe en Afrique subsaharienne depuis le début des années 2010, qui est l'épidémie de la maladie d'Ebola, est un virus avec une mortalité très élevée. Maintenant qu'il y a des traitements, la mortalité a diminué un peu, mais sinon on l'estime entre 60 et 90%. Et pourtant, la maladie d'Ebola a fait entre 20 et 30 000 morts, donc sans commune mesure avec la grippe espagnole. Pourquoi? Parce que la contagiosité n'a rien à voir et c'est évidemment la contagiosité qui est l'autre paramètre qui va déterminer le nombre de gens qui vont mourir ou l'encombrement des hôpitaux, pour prendre un exemple que nous connaissons bien dans la situation actuelle. Alors, si on appliquait les chiffres de la grippe espagnole au Covid, pour la Belgique, ça nous ferait plus de 300 000 décès. Et donc, vous voyez que c'est loin d'être un détail. Alors, la Belgique s'est inscrite dans une stratégie européenne pour la vaccination. Elle a bien fait. On peut imaginer que notre petit pays n'aurait pas vraiment été une priorité dans les négociations des firmes qui négocient à l'échelle presque planétaire, en tout cas régionale, continentale, les vaccins. Grâce à cette stratégie européenne, nous sommes mis sur le même pied que des grands pays comme l'Allemagne, la France ou l'Italie dans la proportion des vaccins qui nous sont fournis et dans le prix qu'on paye. Et cette vaccination a démarré avec le premier vaccin enregistré, qui est le vaccin Pfizer, le 5 janvier 2021. Alors, il a commencé, vous le savez, par les maisons de repos et de soins. Cette semaine, nous terminerons en région wallonne, à l'exception de quelques maisons de repos qui ont été décalées à leur demande ou pour des raisons contingentes, nous terminerons la vaccination par la première dose de toutes les maisons de repos de la région wallonne. Et vu l'arrivée qui a l'air de s'accélérer du variant anglais,
on est vraiment content d'arriver au bout de cette première dose, puisque vous allez le voir dans l'exposé qui suit, même si la deuxième dose est nécessaire à donner une immunité solide et probablement à déterminer la longueur de la protection, il y a déjà un effet protecteur avec la première dose après de l'ordre de 2 semaines, 12 jours exactement. Et puis le deuxième groupe, et c'est le vôtre, c'est les professionnels de l'aide et du soin, essentiellement dans les hôpitaux et œuvrant en première ligne. Puis, vous aurez les personnes moins exposées de ces groupes-là et on basculera alors dans la deuxième phase de la vaccination où, au lieu que le vaccin aille vers les personnes à vacciner, nous allons ouvrir des centres de vaccination sur tout le territoire et inviter les groupes prioritaires d'abord, les personnes âgées, puisqu'on sait que c'est l'âge qui est le principal critère de risque devant tous les autres, puis les personnes avec des facteurs de risque particuliers, ce qu'on appelle des comorbidités, et puis alors il y a un groupe qui n'a pas encore beaucoup été discuté, qui fait couler beaucoup d'encre, qui sont une priorité sur les fonctions sociales et économiques essentielles. Alors on n'a pas du tout abordé ce point qui fait partie des décisions du Conseil des ministres, de la conférence interministérielle des ministres de la Santé, mais vous avez tous déjà entendu les débats entre les enseignants et les policiers, qui est le plus prioritaire, et au moment où on devra revenir vers ce point-là, on s'attend évidemment à beaucoup de discussions. Alors ça s'étale dans le temps, nous sommes dans cette phase 1A, vous êtes ici, la première ligne de soins, dans les toutes premières priorités de la vaccination, puis on passera en phase 1B avec les personnes en ambulatoire, et enfin, et là on pense que ce sera pendant l'été, l'élargissement et la vaccination de l'ensemble de la population adulte, puisque nous ne vaccinerons pas, en tout cas dans cette période-ci, les enfants, en absence de données cliniques sur le vaccin pour ce groupe d'âge. Alors vous savez que ce sont des vaccins qui ont des contraintes de chaîne du froid très particulières et très exigeantes, et donc ils sont stockés dans les hôpitaux, dans les pharmacies hospitalières, et c'est à partir de là qu'elles sont distribuées. Alors, pour vous donner une idée de l'étendue de la tâche qui nous attend, c'est une campagne qui va concerner les 2 800 000 habitants adultes de la région wallonne, mais évidemment, je pourrais faire le même tableau avec la région bruxelloise, la communauté germanophone ou la communauté flamande. Et parmi celles-là, le premier groupe fait à peu près 300 000 personnes, 1 million de personnes prioritaires sur des facteurs de santé à risque et 1,5 million de citoyens qui resteront invités à la vaccination dans un deuxième temps autour de l'été. Et nous espérons avoir 2 200 000 personnes vaccinées sur ces 2 800 000. C'est donc un effort sans précédent. Je pense qu'il n'y a pas d'antécédent en Belgique d'une campagne de vaccination de cette ampleur. Voilà un petit peu les mêmes groupes avec leur calendrier escompté. Et si les firmes ne nous feront pas trop de tours, je m'abstiendrai de le qualifier comme celui d'avant-hier soir, nous devrions pouvoir finir pour la fin de l'été la population générale. Et évidemment, si les vaccins se ralentissent, toutes ces plages seront décalées vers la droite, puisque l'effet de ça, c'est que nous devons aller plus lentement parce que nous n'avons pas les doses. Alors, la première ligne d'aide et de soins comporte énormément de groupes de personnes qui seront sollicités les uns après les autres pendant une période de 10 semaines pour venir se faire vacciner dans 3 types de lieux. Dans les hôpitaux hub pour le vaccin Pfizer, ce sont les 19 hôpitaux qui aujourd'hui ont dans leur pharmacie, dans des frigos particuliers à moins 80, les vaccins de Pfizer. Des hôpitaux non hub
qui sont des hôpitaux. Alors, il n'y en aura pas 3, il y en aura 11. Ma dia est un peu en retard, je m'en excuse, dans lesquels seront vaccinées les personnes avec le vaccin Moderna, donc l'autre vaccin qui est maintenant depuis 10 jours disponible en Belgique et qui a des conditions de conservation, de préparation, de conditionnement, d'exigence de température par le froid différentes, alors que c'est presque des frères jumeaux, hein, c'est des deux vaccins très très proches en termes de concept et de constitution. Malgré ça, ils ont des conditions assez différentes et donc on essaye au maximum de ne pas mélanger dans les mêmes lieux les deux vaccins pour éviter les complications. L'un dont on doit faire le rappel à 21 jours, l'autre à 28 jours. Je vous passe les détails. Et alors, on met en route 2 centres pilotes qui seront les modèles de ce que seront les centres pour la population générale que nous allons tester à Bierzet et à Ronquière pour la vaccination de la première ligne et qui va nous permettre de mesurer toute une série d'éléments importants avant de multiplier ces centres. Donc voilà l'ensemble des lieux où va se faire la vaccination du personnel de première ligne. Vous voyez qu'il est réparti sur l'ensemble du territoire. Ce sont essentiellement des hôpitaux et les 2 centres majeurs dont on a parlé que nous allons ouvrir à l'occasion de ces premières vaccinations de masse. Et puis, on va multiplier les centres. On va cesser de vacciner dans les hôpitaux parce que 2 millions de personnes, ça encombrerait les hôpitaux d'une manière difficilement gérable. Et donc, il y aura 54 centres. Alors, ça va peut-être encore bouger un tout petit peu importe. Avec le 9 centres majeurs comme les 2 dont on a parlé, et puis des centres de proximité de façon à permettre à chacun d'accéder à un centre de vaccination qui soit à distance raisonnable de son domicile. Alors, pour avoir une bonne campagne de vaccination, il faut 3 choses. Il faut un bon vaccin, et je pense que nous avons un bon vaccin, et je passerai très vite maintenant la parole au professeur Chérifi pour lui donner l'occasion de vous présenter les caractéristiques et ce qu'on sait, mais aussi ce qu'on ne sait pas des nouveaux vaccins contre la Covid-19. Une communication qui suscite la confiance et l'adhésion. Toutes les études de la littérature disent que la confiance et l'adhésion sont plus importants dans la réussite d'une campagne de vaccination que le produit lui-même, c'est tout dire. Et donc, le webinaire d'aujourd'hui, notre invitation à ce que vous veniez fait partie de cette communication, à la fois pour vous informer, en espérant pour les hésitants parmi vous que nous puissions répondre à leurs questions et les rassurer. Si nous pensons que c'est un bon produit et la meilleure ou peut-être la seule façon de sortir de la pandémie et des effets terribles qu'elles ont sur notre société, pas seulement les morts, mais aussi l'encombrement des hôpitaux, la déstructuration de l'emploi, l'isolement, les pertes de relations sociales des jeunes, on en reparlera tantôt. Tout cela ne sera probablement pas possible de contrer demain par une autre stratégie que par la vaccination. Mais ce n'est pas seulement vous convaincre, mais c'est aussi nous appuyer sur vous pour la population générale. Toutes les études montrent, et je vais y revenir très vite, que les soignants sont les personnes de référence qui sont le plus souvent citées en premier par la population générale comme celle où elle va prendre conseil. Et donc, vous avez aussi un rôle dans cette partie-là de la stratégie de vaccination qui essaie de répondre aux questions et de donner une information qui permette à chacun de choisir en connaissance de cause et non pas en étant mobilisé par la peur des antivax qui essayent par tous les moyens de susciter l'angoisse et l'inquiétude là où elle n'est pas justifiée. Et enfin, et c'est ce que je viens de vous avoir montré, il faut que les centres de vaccination soient
accessible, que la vaccination soit aisée, et c'est à ça qu'on travaille. Alors, nous progressons dans la conviction du public. Ça, ce sont 3 études différentes. Une étude des universités de Gand, de l'ULB de Louvain, qui montre qu'en quelques semaines, on est passé de 56% de personnes déclarant prêtes à se faire vacciner à 77%. Dans le baromètre Scienzano, qui lui compare sur les mêmes échantillons 2 périodes qui sont septembre et décembre, vous voyez que dans toutes les classes d'âge, la conviction que le vaccin est, qu'il faut le faire pour en sortir, progresse, et vous voyez aussi que, curieusement, c'est les personnes actives, c'est la population active, et d'ailleurs plus souvent les femmes que les hommes qui sont hésitants vaccinaux, qui ne sont pas tout à fait convaincus. Et voilà le travail d'une autre étude de l'Université de Gand qui a sondé dans la population qui est les sources d'informations vers lesquelles le public se tourne, et le personnel de santé est clairement toujours celui qui a le plus décrit comme ayant le plus d'impact sur les décisions des personnes, devant les experts, les pharmaciens, des témoins, et puis le monde politique et des célébrités sont ceux qui influent le moins nos concitoyens, ce qui montre toute leur sagesse. Alors, les doses ne devraient pas poser de problème en soi. La Belgique, dans le cadre du consortium européen, a préacheté, a sécurisé les contrats de 5 vaccins pour un total de doses d'à peu près 26 millions. Alors, seul Johnson & Johnson pourrait être un vaccin à 1 dose, tous les autres seront à 2 doses. Et donc, pour 11 millions de Belges, c'est évidemment largement ce qu'il faut. Bien sûr, au moment où ces contrats ont été conclus, on ne savait pas lesquels seraient enregistrés. Aujourd'hui, il y en a 3, Pfizer, Moderna et en Angleterre, AstraZeneca, qui ont passé les très sévères fourches codines de l'Agence européenne du médicament, et pour Pfizer et Moderna de la FDA américaine, qui est l'institution qui est en charge de notre sécurité et qui n'autorise la mise sur le marché d'un vaccin que s'il répond à 3 critères: être efficace, être sûr et être d'une bonne qualité de production. Donc, c'est les 3 éléments qui sont repris dans le dossier de l'EMEA, sur lequel des experts indépendants doivent recommander à l'Union européenne d'enregistrer ou de ne pas enregistrer un médicament, et donc dans ce cas-ci un vaccin, et le professeur Chérifé va vous en parler. Nous voyons donc maintenant plutôt se centrer sur le produit. Je pense que c'est ça qui est le domaine que chacun de vous connaît le moins, puisque c'est des nouveaux vaccins, et je lui cède tout de suite la parole en la remerciant d'avoir consacré un peu de son temps à notre travail. Bon, bonjour à tous. Vous m'entendez? Voilà. Donc, ça résonne un petit peu. Non? Alors, c'est peut-être moi qui devrais couper mon micro, mais je ne le vois pas du coup. Donc, l'objectif ici, c'est de vous présenter l'état des lieux des connaissances en termes de Covid, enfin de la Covid et de la vaccination, pour remettre un petit peu les pendules à zéro, parce que vous avez été tous, comme nous d'ailleurs, surinformés et probablement un peu désinformés. Donc, l'idée ici, c'est de remettre un petit peu à zéro et de retenir les éléments essentiels qui vous permettront, si vous voulez, d'avoir une information correcte, cohérente et scientifique. Donc, recommençons par le début. Donc, vous savez que tout a commencé en Chine, on le voit sur la carte ici, dans la ville de Wuhan, et c'est un certain docteur Li Wenliang, et on lui rend hommage puisqu'il est décédé de cette Covid, qui a été le premier lanceur d'alerte. Donc, très rapidement, cette épidémie est passée de la Chine vers le monde entier, et donc de fin novembre à février, tout est parti très très vite, et en Belgique, nous avons été confrontés juste après la déclaration officielle par l'OMS de l'état de pandémie.
Donc, vous savez, puisqu'on vient de vous le dire et vous l'avez constaté vous-même avec les gens autour de vous, si vous l'avez vous-même développé, que c'est une maladie qui peut se présenter de manière parfois très modeste. Il y a même des patients asymptomatiques, c'est d'ailleurs assez vicieux, puisqu'ils peuvent transmettre la maladie sans en montrer les symptômes. Ça peut donner un syndrome grippal, la perte de goût, on en a déjà entendu parler beaucoup, surtout qu'elle peut être très embêtante, et puis des tableaux beaucoup plus sévères, allant jusqu'à l'embolie pulmonaire, voire le décès. On considère aujourd'hui à peu près que la mortalité est d'environ 1%. Vous savez que la maladie elle-même ne suffit pas à expliquer tout le poids que va poser sur notre société. C'est tout le problème du syndrome aussi post-Covid dont on entend parler de plus en plus maintenant, puisqu'il y a eu déjà une première vague en mars. Donc, on voit aujourd'hui les post-Covid avec des patients qui restent fatigués, qui restent tachycardes au repos, qui s'adaptent moins à l'effort, qui ont des séquelles au niveau de l'odorat. Il y a des patients qui n'ont pas récupéré. Donc, c'est extrêmement lourd. Alors, en plus de ça, il y a eu tout un débat au départ sur les modalités de transmission de ce virus, comme vous savez. Donc, avec cette hésitation au niveau des masques, maintenant, c'est bien tranché. Il y a une transmission par contact et par sécrétion respiratoire au sens large, c'est-à-dire gouttelettes et air. Et donc, il faut évidemment avoir conscience de ces modalités de transmission pour mieux lutter. Alors, c'est un schéma un peu compliqué, mais qu'on peut résumer très simplement. Quand vous regardez la courbe bleu turquoise, vous voyez que ici, c'est l'intensité de multiplication virale. Donc, vous voyez qu'on a beaucoup de virus, alors qu'en fait, on n'est pas vraiment encore malade. Et que quand on est vraiment malade, on n'a quasi plus de virus. Et donc, c'est ça qui est intéressant à retenir, c'est que les patients qu'on voit vraiment à l'hôpital, on est déjà beaucoup plus loin en termes de réplication virale. Donc, en gros, vous êtes plus susceptible d'attraper la Covid, j'imagine, dans un métro si vous ne portez pas un masque, que finalement à l'hôpital quand le patient est hospitalisé, puisqu'à ce moment-là, sa charge virale est déjà beaucoup plus faible et que ce qui donne la maladie, c'est la réaction inflammatoire pour répondre à cette multiplication virale. Et on le comprend très bien. On voit également sur cette courbe, en pointillé violet, l'arrivée des anticorps. Et vous voyez qu'on peut développer des anticorps petit à petit, et que dans une immunité naturelle, on développe des anticorps à peu près au bout de 10 à 14 jours. Et donc, bien entendu, on voit sur ce graphique les 3 types de maladies. On va dire une forme plus légère qui peut s'arrêter tout seul en une dizaine de jours ou évoluer vers une forme beaucoup plus sévère, voire carrément extrêmement critique avec, comme je l'ai dit, des admissions aux soins intensifs, des ARDS, donc des tableaux pulmonaires dramatiques, voire le décès. Dia suivante. Donc ici, c'est pour montrer un petit peu comment se situe la Belgique, puisqu'ici, on est dans un état de pandémie. Vous avez compris que tout le monde était touché. Et on voit très bien comment se situe la Belgique. Ici, c'est la courbe verte, puisque c'est le nombre de patients atteints de Covid hospitalisés par million. Donc, et on voit bien que nous, on paye un lourd tribut à cette épidémie. Si on se compare, par exemple, au Canada, qui a une courbe extrêmement plate, on voit que pour prendre nos voisins, on voit aussi, par exemple, que la France, ici qui est en bleu ou noir, selon comment vous voyez, suit la même tendance que nous. Donc, on est quand même durement touché. Et on voit nettement sur ce graphique les 2 phases, avec la première épidémie mars-avril et la deuxième octobre-novembre. Et puis, l'attente actuellement. Donc, si on fait un peu le topo, on voit ces décomptes tous les jours à la télé. Donc, maintenant, on les voit un peu moins souvent. Mais enfin, prenons un peu de recul et voyons ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on peut dire qu'en Belgique, on a atteint 20 000 morts. Et déclaré, 650 000 personnes ont fait la Covid. Si on s'intéresse au monde entier, on est sur des chiffres, on va retourner en arrière, de 84 millions déclarés, évidemment, avec 1,8 million de décès, probablement, enfin plus aujourd'hui, puisque c'est des chiffres au 1er janvier. Donc, vous voyez que c'est lourd. On ne parle pas d'une petite grippette. Donc, la surmortalité en Belgique, c'est assez intéressant puisque ça, c'est des vrais chiffres. On peut vraiment se baser. A posteriori, on regarde et on voit très bien qu'il y a un petit pic rouge en mars-avril et un deuxième en novembre-décembre. Ça correspond, si vous voulez, d'habitude, on sait combien de morts sont enregistrés en Belgique chaque mois. Et quand on regarde, on voit qu'il y a une surmortalité. Vous voyez qu'il y a un pic de chaque côté. Celui qui est au milieu correspond à la canicule, en fait. Souvent, quand il y a une petite canicule, on voit les années précédentes, il y a une petite surmortalité, particulièrement chez les personnes âgées, du fait de la déshydratation. Mais là, on voit très clairement comment la Covid nous a impactés avec le recul. Mois par mois, on voit, hop, la surmortalité. Dia suivante. Donc, vous savez, on l'a déjà évoqué dans la première partie et vous êtes tous des victimes de ça, évidemment, et vos proches. C'est que la Covid, ce n'est pas seulement l'impact médical qu'on mesure, c'est des pertes de revenus, des faillites pour de nombreux indépendants,
le fait que les gens ne puissent plus pratiquer aucun culte puisqu'on ne peut plus se réunir, qu'il y a des ruptures de stock de certains médicaments, qu'il y a un burn-out, donc il y a un coût psychologique qui est absolument pas négligeable, sans parler de violences conjugales qui ont été évoquées dans l'actualité. La scolarité de nos enfants, de vos enfants, est extrêmement perturbée également. Ils n'ont plus de vie sociale, ils en souffrent énormément. Il y a un retard, et là je parle comme clinicienne, de prise en charge de tas d'autres pathologies puisque les gens ne viennent plus à l'hôpital parce qu'on a été très pris par la gestion de l'épidémie, qu'on a négligé parce qu'on ne pouvait pas donner l'accès, on a dû faire des circuits séparés, les gens eux-mêmes s'interdisaient de venir ayant peur soit d'attraper la Covid ou en se disant qu'on n'aurait pas le temps de les prendre en charge. Donc il y a une augmentation par exemple du nombre de cancers qui n'ont pas été diagnostiqués avec retard. Et bien entendu, on a perdu toute vie sociale puisque vous voyez comment on est réduit à faire ce séminaire aujourd'hui, aussi sympathique soit-il, ça aurait été mieux de nous voir tous ensemble. Dia suivante. Alors, parlons maintenant finalement du nerf de la guerre, les vaccins. Donc, on l'a déjà dit, mais vous savez, aujourd'hui, il faut savoir qu'il n'y a pas seulement 4 vaccins ou 3 vaccins, puisqu'on a accès à 3 vaccins ici, en tout cas à très court terme. Il y a plus de 200 vaccins en développement, donc c'est vraiment énorme comme marché. Et il y a énormément d'études cliniques. Il y a un site d'ailleurs, mais on peut aller voir le nombre d'études cliniques en cours, 48 ici, répertoriés, avec 2 nouveaux vaccins qu'on ne connaît même pas encore, qui sont en phase 3 de développement. Donc, il y a vraiment une accélération incroyable dans la fabrication des vaccins. Et donc, je vais le répéter parce que c'est important. Donc, ici, nous avons des vaccins de différents types. Les vaccins ARN, qui sont la nouvelle technique, enfin qui est déjà moins nouvelle puisqu'on s'en sert quand même déjà depuis quelques mois. Les vaccins à vecteur viral et protéines recombinantes, qui sont des méthodes qu'on utilisait beaucoup plus souvent avant. Et donc, on retiendra ici Pfizer, Moderna et AstraZeneca, puisque c'est les nôtres pour l'instant. Dia suivante. Donc, je vais clore le débat, enfin, vous l'avez probablement entendu à la télé, mais tout le monde s'inquiète, c'est la première inquiétude, à savoir comment on a pu fabriquer un vaccin si vite ou des vaccins si vite, alors que d'habitude, on met plusieurs années. Et c'est vrai, c'est une situation qui est inédite, ça, il ne faut pas le cacher. Il y a un délai qui est extrêmement court, puisque je vous rappelle qu'on a alerté sur le fait qu'il y avait une épidémie en Chine en novembre, que la pandémie a été déclarée fin janvier, qu'à ce moment-là, on a eu le génome, on a eu le génome du virus lui-même. Et puis, les études de phase 3, c'est juin-juillet 2020. Et aujourd'hui, vous avez accès, vous allez avoir accès au vaccin. Donc, c'est vraiment rapide. Donc, on est à moins d'1 an pour débuter une vaccination. C'est incroyable, en fait. Et donc, il faut que je le répète, même si vous l'avez déjà entendu, parce que c'est important de ne pas croire qu'on a éliminé des étapes. En fait, on est dans une situation inédite. C'est-à-dire que non seulement l'immunologie et la vaccinologie a fait des progrès énormes ces 20 dernières années. Et donc, aujourd'hui, on est capable de faire des choses qu'on ne savait pas faire avant. Que deuxièmement, on avait déjà travaillé sur d'autres virus, puisque pour ceux qui sont plus anciens, on va dire, vous avez déjà entendu parler du SARS, du MERS. Il y a eu une épidémie qui finalement n'est pas devenue une pandémie. On avait tous peur à l'époque que ce soit une pandémie. C'était la grippe H1N1 dont vous avez tous entendu parler. Et à ce moment-là, les chercheurs ont développé des tas de plateformes avec des développements vaccinaux qui étaient déjà allés assez loin. Et on a pu utiliser ces études pour les appliquer à ce nouveau virus. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne partait pas de rien. On partait déjà de plusieurs années, de plusieurs dizaines d'années de recherche. Et on a pu utiliser ces recherches. Et donc, il y a eu ensuite, il faut le savoir quand même, on est sur une pandémie, une solidarité quand même entre les États, les labos. Vous avez vu ça aux informations, les gens échangeaient, peut-être pas tous les pays, mais quand même beaucoup, entre eux, des informations, en tout cas les scientifiques entre eux. Il y a eu des volontaires, ou volontaires désignés, peut-être en Chine, pour essayer les vaccins. Et donc, on a pu faire ça rapidement. Et alors, bien entendu, il y a eu toute une phase administrative qui a été facilitée. Et donc, certaines étapes, on va le voir après sur la dia suivante, ont pu se chevaucher. Et donc, on n'a pas attendu une phase, puisque vous savez, il y a phase 1, phase 2, phase 3, pour passer à la phase 2. On passait de la phase 1 directement à la phase 2 en disant que tant pis, si la phase 1 s'arrête, on aura dépensé de l'argent pour rien, mais on aura été plus vite. Vous comprenez l'idée? Donc, avec toujours l'idée que si ça n'allait pas, on arrêtait tout. Et en fait, surtout, c'est le nerf de la guerre, on a dépensé
énormément d'argent pour pouvoir arriver au résultat aujourd'hui et dès que le monde industriel et les États ont investi pour permettre tout ça. Donc, on n'a pas fait, on n'a pas mal fait, on a fait plus vite, mieux, parce qu'on y a mis de l'énergie, des moyens et de l'intelligence. Et donc, si on regarde, ça, j'ai pas besoin, si on regarde la dia suivante, voilà, donc on regarde maintenant ce virus d'un peu plus près, même si on n'est pas hyper spécialiste, on l'a tellement vu à la télé qu'on est tous devenus quelque part un peu spécialistes. Et donc, vous voyez qu'on parle tous de ces petites tutes jaunes, c'est la protéine S, hein, qu'on voit très bien. Il y a l'ARN au milieu, il y a son enveloppe, il est assez simple finalement de composition. Et puis ici, il y a une petite hémaglutine dont on n'a pas besoin. Donc, intéressons-nous juste à cette protéine, puisque c'est celle dont on parle tout le temps, c'est la protéine Spike. Vous voyez qu'elle est divisée en 2 sous-unités. Et c'est elle qui va être la cible, en fait, sur laquelle on va développer toute la recherche vaccinale. Dia suivante. Voilà, il est très, très beau, aussi virulent qu'il est très esthétique. Et on voit bien ici toutes ces petites boules et donc qui sont ces protéines Spike et qui lui donnent cet aspect en couronne et d'ailleurs son nom, hein, c'est pour ça qu'il s'appelle Corona parce qu'il est entouré d'une couronne. On le voit très bien d'ailleurs attaquer une cellule. Et donc là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'un vaccin normal, c'est 10-15 ans. Le vaccin ici, c'est moins d'1 an, mais moins d'1 an, comme vous voyez, on a recoupé les phases. Et ce n'est pas qu'on a fait la phase 2 alors qu'on n'avait pas les résultats de la phase 1, c'est qu'on a commencé la phase 2 avant d'avoir les résultats de la phase 1, en sachant que si ça n'allait pas, on arrêtait tout. Alors que d'habitude, les firmes attendent parce que sinon, elles peuvent jeter de l'argent finalement pour rien. Vous savez qu'il y a beaucoup de recherches qui se font à fond perdu, comme on dit. C'est-à-dire qu'on lance et puis si on ne trouve rien ou si ça ne marche pas, on arrête. Ici, on a avancé, mais vous voyez comme le schéma du dessus, toutes les phases ont été respectées. La suivante. Alors, on les voit bien. Ici, c'est intéressant, pas pour mémoriser, mais pour voir un peu où on en est. Donc, vous voyez celui qu'on connaît tous, enfin, par exemple, celui qui est chez moi en ce moment, dans mon hôpital, puisque nous, on est groupe A, 1A. Donc, c'est le Pfizer. Il s'appelle de son petit nom Comirnaty. Vous allez voir sur les flacons, c'est écrit Comirnaty. Donc, comme on l'a dit, précédente, on a commandé 5 millions de doses. Donc, vous savez qu'on a rapporté dans la littérature, je vais y revenir, 95% d'efficacité vaccinale. Je vais vous rappeler ce que c'est que l'efficacité. Donc, c'est bien un virus à ARN messager, je vais y revenir. Donc, ici, le schéma est déjà vieux, mais donc nous ne sommes plus en phase 3 puisque déjà on vaccine, donc nous sommes en phase 4. Et donc, vous savez qu'il faut 2 doses à 21 jours d'intervalle. Donc, je vous l'annonce en direct puisque moi, j'ai été vaccinée hier, donc je pourrais vous parler en vrai de ma propre expérience. Quand on viendra aux modalités pratiques, j'ai reçu donc ma dose 1, étant du groupe médecin d'unité Covid, hier. Et donc, il a des modalités de stockage extrêmement complexes, c'est vrai. Donc, ma propre institution est un hôpital Covid hub. Et donc, nous stockons les vaccins dans des congélateurs à -75. Alors, le deuxième vaccin qui va nous intéresser, c'est le Moderna. Nous, ici, nous n'en avons pas dans notre institution, mais il sera distribué à d'autres institutions de chez nous. Et donc, nous avons commandé ici 2 millions de doses pour la Belgique. Vous savez que l'efficacité est tout à fait similaire à celle de Pfizer. Et c'est la même chose. La seule différence, c'est que la deuxième dose est à 28 jours au lieu d'être à 21 jours. Et alors, il est un peu plus facile à stocker puisque vous voyez que ce n'est pas -70, mais -20 degrés. Donc, c'est un peu plus simple. Donc, c'est plus facile pour des hôpitaux qui n'ont pas ces congélateurs-là de leur distribuer cela parce qu'il est plus facile au niveau logistique. Et puis, on aura après l'AstraZeneca, pas encore, mais on l'aura. Et donc, lui, c'est un vaccin un peu plus sur modalité un peu plus ancienne. On va dire c'est sur un vecteur viral non réplicatif à base d'adénovirus. Et là, c'est la même chose. Hein, par contre, c'est toujours 2 doses et on le conserve au frigo. Donc après, en termes d'efficacité, il parlait de 70%, mais la firme a revu à la hausse cette efficacité vaccinale. Elle est supérieure à 90%. Donc, nous, on parle pour l'instant du Pfizer, Comirnaty et du Moderna. Alors, deuxième grosse angoisse de la plupart des personnes, c'est de se dire il y a le mot ARN messager. Donc, ça fait hyper peur parce que ça fait ADN, ça fait thérapie génique. Alors là, je vous arrête tout de suite. En fait, c'est beaucoup plus simple que ça, sauf que ça a été hyper complexe à mettre au point, mais c'est assez intuitif. En fait, au lieu de mettre un bout de virus ou un bout de protéine et l'injecter, comme a fait dans l'histoire de la vaccination génère, en fait, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on met de l'ARN messager et cet ARN messager code
C'est-à-dire, si vous voulez, comment je vais vous dire, l'alphabet qui permet d'écrire le mot, la protéine. Et donc, on va l'injecter dans des petites particules lipidiques. Et en fait, une fois qu'il va rentrer dans notre organisme, eh bien, il va utiliser nos cellules pour fabriquer la protéine dont il a le génome. Et puis, cette protéine va déclencher notre réponse immunitaire. Et ensuite, cet ARN messager, il est détruit. Il est tellement détruit que c'est pour cela, d'ailleurs, il est extrêmement fragile en vrai. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on le congèle à -70 et qu'on ne peut pas le garder très longtemps à température ambiante. Les modalités de manipulation sont très complexes parce que sinon, il est détruit en fait. Donc, c'est bien la preuve qu'il ne va pas s'intégrer nulle part. En fait, dès qu'il a fait son travail en utilisant la machinerie de nos cellules et que les protéines virales sont fabriquées et déclenchent une réponse immunitaire, eh bien, il disparaît. Et donc, en fait, il n'y a pas d'intégration dans de l'ADN. Et donc, c'est une technique qui, pour des gens, on va dire, moi, je ne suis pas immunologiste, je suis une vraie clinicienne, mais ça a quand même quelque chose d'assez génial parce qu'en fait, il mime parfaitement ce qui se passe si on est face au Covid, au vaccin, au virus lui-même, au SARS-CoV-2, tout en n'ayant pas les ennuis d'avoir la maladie vraiment. Ce n'est pas un virus vivant atténué comme la rougeole, c'est bien un petit morceau du virus qu'on nous donne, la protéine S, que en fait, le grand avantage qu'on n'a probablement pas assez expliqué, c'est que comme il marche super bien, il n'a pas besoin d'adjuvant. La plupart des gens qui sont contre les vaccins sont souvent contre les adjuvants, vous savez, l'aluminium qu'on rajoute, etc., pour avoir une bonne réponse immunitaire. Ici, il n'y en a pas besoin, et donc, puisqu'il est suffisamment efficace par lui-même. Donc, c'est très intéressant. Et donc, le seul vrai problème, c'est qu'il est fragile, puisque je vous ai dit, il se détruit très vite, donc il est difficile à manipuler, que pour pouvoir l'injecter et qu'il est fragile, on est obligé de le mettre dans une petite particule lipidique, et afin qu'il puisse faire son trajet avant de provoquer la réaction immunitaire. Et alors, comme c'est un vaccin qui crée une vraie réponse immunitaire, vous savez qu'on pense même que la réponse induite par le vaccin est meilleure que la réponse naturelle. C'est quand même assez incroyable. Et bien donc, il va provoquer des effets secondaires locaux que je vais vous expliquer après. Et donc, je répète, c'est une technologie qui vient finalement d'être finalisée, mais il y a des chercheurs dans le monde qui travaillent depuis plus de 20 ans. Et en fait, c'était l'occasion unique de pouvoir enfin utiliser ce qu'on savait. Voilà. Et alors, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que si le vaccin devenait inefficace sur un variant, eh bien, comme la technique est au point, en fait, c'est extrêmement simple. On reprend un petit bout du virus, on fait son ARN messager et on peut revacciner. Donc, c'est une technique qui peut être adaptée en quasi, d'après les firmes, 6 semaines. Donc, c'est vraiment un outil prodigieux. Alors, c'est un vaccin qui est très efficace. Donc, pour vous comparer la grippe, en fonction, vous savez que chaque année, on doit adapter les vaccins de la grippe. Si vous faites vacciner, vous le savez, en fonction de ce qui a circulé l'année précédente. Et donc, des fois, on tombe juste, des fois, on ne tombe pas, puisque le vaccin de la grippe, le virus de la grippe est un virus très mutagène. Et donc, vous voyez qu'on a finalement une vaccination moyenne. Hein. Une fois sur 2, ça ne marche pas. Si on prend des vaccins comme la rougeole, la rubéole ou la polio, c'est exceptionnel comme réponse. Et donc, vous voyez qu'ici, nous, on est plutôt proche de 95%. AstraZeneca va republier, donc on est probablement aussi près de 90%. Et donc, je vous rappelle ce que c'est que l'efficacité vaccinale, si j'ai un public plus médical. Donc, c'est bien, c'est un rapport d'incidence. Je vais faire un tout petit truc un peu compliqué. C'est pas le fait, ça ne veut pas dire que dans 95% de cas, vous allez faire des anticorps. C'est pas ça que ça veut dire. C'est le rapport d'incidence entre les non-vaccinés moins les vaccinés sur les vaccinés, sur les non-vaccinés. Ça veut dire en vrai que quand on fait 2 groupes, et c'est l'image ici qu'on voit, donc si on prend des gens qui sont vaccinés ici en bas et des gens qui ne sont pas vaccinés, eh bien, et qu'on les observe pendant plusieurs semaines, eh bien, dans un groupe, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas reçu le vaccin, ils vont faire la maladie, et dans l'autre groupe, ils ne vont pas faire la maladie. Donc, 95% des cas, ça veut dire que dans 95% des cas, on a une protection, une efficacité, et que vous n'allez pas faire la maladie. Comprenez? Vous n'allez pas ni faire la maladie, ni si vous la faites, développer une forme sévère. Donc, c'est vraiment l'efficacité clinique du vaccin. Ce n'est pas la réponse en anticorps. Hein. Donc, c'est vraiment un vaccin qui est protecteur. Donc, si je regarde maintenant
le vaccin Pfizer, donc celui qu'on a en ce moment, c'est-à-dire le Comirnaty, eh bien, vous voyez que l'autre information, c'est qu'ils ont fait une étude sur plus de 40 000 participants. Donc, vous imaginez ce que c'est. Il faut savoir que d'habitude, on fait beaucoup d'histoires sur ce vaccin, mais il y a des tas d'autres vaccins qui ont été passés leur phase 3 sur plutôt 10 000 patients ou 5 000 patients, pas 40 000 patients. Donc, du fait on ait été dans un état de pandémie, il y a eu une adhésion à ce processus de vaccination dans l'étude de phase 3 et ça a permis de faire finalement des études sur de beaucoup plus grands échantillons que ce qu'on a l'habitude de voir. Donc, c'est énorme, il faut vous rendre compte que c'est énorme. Et dans ces groupes-là, eh bien, on a mesuré et vous voyez qu'on a un écart. Donc, ceux qui ont le placebo font des Covid, ceux qui n'ont pas n'en font pas. C'est assez simple. Et donc, ça permet clairement d'être protégé. Et nous allons le voir, mais c'est protégé assez rapidement. Dès la première dose, vous avez une efficacité d'environ 30%. Et puis ensuite, oui, voilà, c'est ça. Et puis ensuite, après la deuxième dose, on monte à 95%. Et si je suis précise, on pourrait dire 10 à 14 jours après la deuxième dose, vous êtes vraiment, vraiment protégé. Et donc, ici, c'est intéressant de rappeler que quand ils ont fait leurs études de phase 3, donc c'était en juin, juillet 2020, ils ont intégré beaucoup de patients et des patients de différents âges. Donc, vous voyez qu'il y en a pour tous les âges, vous pouvez vous retrouver. Et que également avec différents types de patients. Alors, c'est important de savoir que dans les études de phase 3, normalement, on commence toujours par des gens en relative bonne santé. Parce qu'on ne va pas commencer à faire tester des médicaments ou des vaccins, c'est toujours la même chose, sur des gens qui sont très malades. Donc, on essaye de prendre des gens globalement avec peu de comorbidité, on va dire, mais il y a toujours dedans des sous-groupes qui ont du diabète, de l'obésité, etc. Donc, on a un recul. Et on voit que dans tous ces groupes, quel que soit l'âge, quel que soit le type de comorbidité, il y avait une efficacité en termes de vaccination. Et c'est très important de savoir ça parce que ça permettra d'aller vers les contre-indications ensuite. Dia suivante. Alors, les vaccins, je vais vous en parler puisque je me suis fait vacciner hier, donc ça fait mal, clairement. Pas au moment où on l'injecte, parce que ça, on ne sent rien du tout, c'est tout petit, hein, c'est 0,3 millilitres. Par contre, honnêtement, j'ai un peu mal au bras. Et donc, j'ai bien regardé les chiffres. C'est une personne sur deux a mal au bras, mais ce n'est pas rouge, ce n'est pas gonflé, c'est juste douloureux. C'est un peu comme si vous avez fait un tétanos. Je ne sais pas si vous avez fait un tétanos récemment, un Boostrix. Ça ressemble un peu à ça, on a un peu mal. Moi, je ne suis pas gonflée. J'ai des collègues qui disent que c'est un peu gonflé et ce n'est pas rouge du tout. C'est une personne sur deux, ça. C'est normal. Et je dirais, moi, je trouve que c'est plutôt bon signe. Je me dis, bon, j'ai bien répondu, j'ai une réaction inflammatoire. Je suis plutôt assez satisfaite à ce niveau-là. Alors, sont rapportées des réactions systémiques. Là, c'est beaucoup, beaucoup moins souvent. On est plutôt sur du 8%, quelque chose comme ça. C'est fièvre. Bon, je ne sais pas, c'est entre le jour 1 et le jour 3. J'ai rien eu. Maux de tête et douleurs musculaires. Et donc, c'est assez bénin et ça passe tout seul ou vous prenez un Dafalgan. Il y a plein de vaccinations. Moi, je travaille dans un centre de vaccination aussi. Et par exemple, quand on fait le vaccin de la fièvre jaune, qui est un vaccin vivant atténué, on dit aux patients, attention, au 7e jour, vous allez faire de la température. Bon, il n'y a personne qui fait une histoire avec ça, donc il faut le savoir et se dire que c'est rien du tout et plutôt le voir comme une signe de réaction positive au vaccin. Il faut savoir cependant deux choses, c'est que ces petits effets secondaires sont plus importants lors de la deuxième dose puisque vous boostez plus l'immunité. Et plus on est âgé, étonnamment, moins on réagit, mais c'est probablement parce que notre système immunitaire est moins nerveux, je vais dire. Mais la plupart de ces effets, et j'ai re-regardé avec attention, je ne sais pas si les dias suivantes, on le voit, restent très modérés et se résolvent facilement. Et donc, ici, on voit, donc on est sur des tout petits chiffres, hein, ce n'est pas grand-chose, mais là, on voit bien ici que la réaction locale, eh bien, donc, elle est, ici, c'est un peu lourd à lire, mais je vais regarder ici. C'est les réactions modérées. Pourquoi on a mis ça Oui, mais c'est ça, mais c'est un peu compliqué. Je vais passer parce que ce n'est pas très intéressant. Passer la dia suivante. On le voit mieux sur la suivante. Non, juste avant. Voilà, c'est ça. Donc ici, on voit bien, en fait, c'est toujours plus important la deuxième fois que la première fois et c'est plus important, un peu plus important chez les patients plus jeunes que chez les patients plus âgés. Mais je répète, ce sont des réactions, des effets secondaires, on va dire, qui restent bénins. Vous voyez ce que je veux dire? Avoir mal au bras ou avoir un peu mal aux muscles ou avoir un peu mal à la tête,
le 2e jour après la vaccination et que ça passe, c'est pas grand-chose. Dia suivante. Donc, c'est les effets secondaires. Voilà. Alors, qui peut avoir le vaccin? Eh bien, en fait, les 2 vaccins, donc le Pfizer a été validé pour les 16 ans, celui de Comirnaty, et le Moderna à partir de 18 ans. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement, c'est pas qu'on ne peut pas le donner chez des enfants plus jeunes, c'est que simplement, on a sélectionné des patients dans l'étude de phase 3 qui étaient des patients soit de plus de 16 ans, soit des patients de plus de 18 ans. Donc, comme tous les médicaments, on applique ce qui a été testé. Donc, aujourd'hui, on peut prescrire le vaccin Pfizer pour des plus de 16 ans et le vaccin Moderna pour des plus de 18 ans. Maintenant, vous savez que ce n'est pas le public cible du tout, puisque chez les gens jeunes, la maladie présente une forme très modeste. Et donc, d'ici plusieurs mois, ils seront peut-être sollicités, mais ce n'est absolument pas le public cible dans les phases comme définies par le professeur Engler dans la première partie. Donc, pour le moment, ils ne sont pas concernés. Alors, la forme, donc j'ai eu l'occasion de manipuler, comme je l'ai dit, professeur Engler, c'est un tout petit flacon, vous allez voir, minuscule, qu'il faut manipuler avec précaution et bien respecter la notice qui vous sera communiquée par le pharmacien de l'hôpital qui est en charge de la distribution. Et donc, il arrive congelé, vous savez, à moins 70, et puis ensuite, il peut rester décongelé pendant 5 jours au frigo. Une fois qu'on s'en sert, on doit le sortir pendant 2 heures à l'air avant de faire la manipulation de dilution avec du NaCl. Ça, c'est toujours pour Comirnaty, je parle. Et donc, c'est un flacon multidose. Vous savez qu'au départ, on pouvait, avec un flacon, une fois dilué, faire 5 doses. Maintenant, on peut faire 6. J'ai même vu hier qu'on pouvait probablement en faire même 7. Ce sont des flacons qui permettent avec une toute petite seringue de tirer 0,3 ml. Et ces 0,3 ml contiennent 30 microgrammes de vaccin ARN messager Covid-19. Ce petit intégré dans une nanoparticule de lipides. Et vous voyez, on voit les petits ARN messagers dans sa petite vésicule comme ça, qui est donc injectée. C'est très très peu de liquide, on ne le sent pas du tout à l'injection. Dia suivante. Alors, à qui on ne peut pas le donner? Donc, quand on regarde bien la notice, donc les moins de 16 ans, ça on avait dit, ou les moins de 18 ans en fonction. Et alors, il y a le chapitre de l'allergie. Donc, il est clair qu'on a bien regardé ce vaccin, puisque quand même, on a un peu de recul maintenant. Donc, on a l'étude de phase 3, donc je vous ai dit de juin-juillet 2020, qui contient plusieurs dizaines de milliers de patients. C'est déjà confortable. Et en fait, maintenant, on a le recul parce que ce vaccin, il a été donné à 2 millions d'Israéliens, à je ne sais pas combien de millions d'Américains, à nos voisins européens. Et donc, aujourd'hui, toutes les personnes qui vaccinent déclarent en temps réel tous les effets secondaires observés. Ça fait partie de la pharmacovigilance du médicament, d'ailleurs de n'importe quel médicament, de ce vaccin en particulier, qui est très sévère. Et donc, vous-même, si vous avez un effet indésirable, vous pouvez vous-même le déclarer. On peut vous montrer après comment. Ou le médecin qui vous a vacciné, si vous le recontactez parce que vous trouvez que vous avez quelque chose de particulier. Et donc, en temps réel, on peut suivre. C'est ce qu'on appelle la phase 4. Donc, on suit tout le temps. Et donc, on a le recul et on a une observation qu'on peut faire des réactions d'hypersensibilité et d'anaphylaxie, mais c'est extrêmement rare. Donc, d'habitude, c'est rapporté 1 par million de doses. Donc, on est au plus sévère, on va dire 1 sur 100 000 personnes. Et donc, je ne sais pas si c'est écrit sur la diaporame, mais je vais vous expliquer, de plus en plus de papier sort. Voilà, c'est ça. Et on pense qu'en fait, cette hypersensibilité, elle est due à le lipide qui entoure les petites, le lipide qui constitue la capsule chez des gens qui sont allergiques évidemment à ce produit qui est souvent le PEG, polyéthylène glycol. Et donc, il faut savoir quand même que quand ce PEG, on le retrouve par exemple, pour ceux qui connaissent, dans les préparations colonoscopie. Quand vous faites une colonoscopie, on ne vous demande pas si vous êtes allergique au produit. Et pourtant, vous faites la colonoscopie. Donc ici,
on est un peu plus prudent puisqu'on se dit que c'est peut-être ça avec ces nouvelles techniques. Donc, on va vous dire, êtes-vous allergique au polyéthylène glycol? Ben, je ne sais pas, peut-être. Mais ça reste rarissime. On pense que c'est ça qui entraîne ces réactions d'hypersensibilité. Donc, la question est, par exemple, est-ce que si vous êtes allergique au latex, vous pouvez faire le vaccin? La réponse est oui, il n'y a aucun problème. Ce vaccin ne contient pas de latex. Et mieux que ça, je vous le rappelle, il ne contient aucun adjuvant. Et donc, tous les gens qui disent qu'ils sont allergiques à des adjuvants, etc., ne le sont pas. Donc, il y a dans la notice d'utilisation des vaccins repris l'exacte composition des excipients, c'est-à-dire le fait qu'il y ait du polyéthylène glycol. Par exemple, j'ai repris ici pour vous, il y a du cholestérol, mais ça vous en avez chez vous aussi, du chlorure de sodium, du saccharose. Donc, vous pouvez regarder tous les constituants, mais il n'y a pas beaucoup, il y a surtout des lipides en fait. Et donc, si vous savez que vous êtes allergique à ça, ce qui me paraît quand même exceptionnellement rare, mais enfin, on ne sait jamais, on vous posera la question, eh bien, alors c'est une contre-indication, ça c'est sûr. L'autre contre-indication, c'est si vous avez déjà fait un choc anaphylactique pour une autre raison, eh bien alors on prendra énormément de précautions. Mais sinon, non. Donc si vous êtes allergique, je ne sais pas moi, aux cacahuètes, eh bien on peut vous faire le vaccin contre la Covid. Alors, l'autre contre-indication, mais ça c'est aussi dans n'importe quel vaccin, si vous venez vous faire le vaccin et que vous avez 39 de température, ben on va vous dire attendez 15 jours que vous soyez rétabli pour qu'on vous fasse l'injection, parce qu'on ne vaccine pas quelqu'un qui est déjà lui-même malade, de la Covid d'ailleurs ou d'autres choses. De nouveau, mais ça c'est lié aux études de phase 3, on ne va pas vous vacciner si vous venez de recevoir un autre vaccin. Pas parce que c'est dangereux, en fait, on ne le sait pas. Les études ont exclu tous les volontaires qui avaient déjà reçu un vaccin. Il faut savoir que quand on va à la Travel Clinic, nous, on fait 5 vaccins le même jour et qu'il n'y a aucune contre-indication. Donc, probablement, à moyen terme, on pourra mélanger ce vaccin avec d'autres vaccins, mais pour l'instant, on attend. Donc, si vous avez reçu autre chose, vous attendez 14 jours. Alors, ça, c'est l'autre. Moi, je ne l'ai pas eu en main, donc je ne sais pas si le flacon est aussi petit que celui de Comirnaty. Voici le Moderna. Il s'appelle Moderna aussi, on ne lui a pas donné de nom, donc c'est la firme Moderna et Coverna. Alors, je ne vais pas vous embêter avec les effets secondaires et tout ça, parce que c'est exactement la même chose. Il a été testé de nouveau sur des milliers de personnes. Vous voyez 14 000 dans le groupe vaccin, 14 000 dans le groupe placebo. Donc, on est sur un échantillon de 28 000. Hein. L'autre, vous vous souvenez, c'était 43 000. Et donc, la même chose, il est hyper efficace. 94%. Vous voyez que quand je suis dans le groupe placebo, j'ai développé vous voyez, si on additionne 215 cas de Covid, d'infection, tandis que ceux qui ont été vaccinés, quasi personne n'a fait la Covid, sévère 0 et 11 ont eu des formes asymptomatiques. Donc, c'est jamais 100% un vaccin, mais vous voyez que ici c'est 94%. Donc, c'est vraiment bien et vous êtes sûr de ne pas aller aux soins intensifs. C'est ce que nous remontre le graphique. Donc, c'est la même chose. Si vous êtes vacciné, vous n'allez pas faire de Covid. Si vous êtes pas vacciné, eh bien, vous risquez de faire une infection, voire sévère. Donc ça, j'espère que vous êtes convaincus. Alors, je rappelle les effets secondaires, comme ça, on clôt le chapitre. Effets secondaires, le lendemain de la vaccination, moins de 3 jours. La plupart bénins et attendus. Ça répond d'Afalgan. En fait, moi, je n'ai pas essayé, donc je ne sais pas si ma petite gêne au bras va diminuer sous d'Afalgan. C'est plus fréquent avec la deuxième dose et chez les personnes plus jeunes. Et on a remarqué dans les études, vous savez que les gens signent mais ne sont jamais obligés, ils peuvent abandonner, qu'il y a eu très peu d'abandon. Et c'est la même chose actuellement, c'est-à-dire que les quelques personnes qui ont déjà pu bénéficier d'une deuxième dose, vous savez qu'il faut 21 jours ou 28 jours suivant celui qu'on utilise, eh bien la plupart des gens qui ont eu la première fois sont volontaires pour aller jusqu'au bout, puisque vous savez que la deuxième fois permet d'avoir une meilleure immunité. Dia suivante. Y a-t-il des adjuvants? Je l'ai déjà dit, non, puisqu'il permet de stimuler le système immunitaire inné, complet, avec une réaction cellulaire et humorale. Et y a-t-il des effets secondaires à long terme? Alors ça, c'est très intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Que pour n'importe quel vaccin, je vais parler pour les vaccins, parce que pour les médicaments, c'est un autre chapitre, la majorité, 95% des effets secondaires surviennent dans les 6 semaines. Alors là, évidemment, nous, les Belges, on est assez confortables, puisqu'on a l'étude de phase 3 qui a permis de relever tous les effets secondaires à 6 semaines. Et puis, il y a tous les gens qui se sont fait vacciner dans le monde et sur lesquels on peut regarder, lire, puisque tous les effets secondaires sont publiés. Et donc, on a énormément de recul. Et en fait, il n'y a quasi aucun effet secondaire dans les 6 semaines. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé?
moi, je suis allée fouiller. Donc, par exemple, dans des études de Comirnaty et de Pfizer, donc dans les phases 3, il y avait quelques paralysies faciales qui ont totalement récupéré. Mais je vais clore le débat tout de suite. Vous savez que la paralysie faciale, ce qu'on appelle la paralysie de Bell, c'est quelque chose qui est très fréquent dans la population générale. Et en fait, on peut pas prouver aujourd'hui que ce n'est pas des gens qui l'auraient eu de toute façon. Et donc, il y a eu 3 sur 40 000 personnes. Et à ce jour, sur le site belge, il y en a 0. Donc, ça, c'est typiquement un effet secondaire qu'on doit observer pour voir si ça se passe et si c'est plus souvent rapporté. Et donc, on peut aujourd'hui, avec les effets des informations cumulées de par le monde, l'observer et le rapporter si nécessaire. Donc, ce qui avait été observé dans l'étude, pour le moment, ne ressort pas. Donc, voilà un exemple d'effet secondaire. Alors, il y a des gens qui pourraient dire, oui, mais plus long que 6 semaines. Est-ce qu'on ne pourrait pas devenir, je ne sais pas, perdre tous ses cheveux dans 1 an? Vous voyez ce que je veux dire? Mais en fait, le problème, et là, je vous renvoie à n'importe quelle médication, en fait, tous les médicaments ont une surveillance à vie, en fait. Donc, il faut savoir qu'il y a des médicaments qui, 10 ans après leur mise sur le marché, ont été retirés parce qu'on s'est rendu compte que, je ne sais pas, dans un cas sur 1 million, il y avait un problème et que finalement, le risque-bénéfice n'était pas en faveur de ce médicament et on l'a retiré. Donc, un vaccin, c'est comme un médicament, on le surveille pour toujours. Et donc, s'il n'est pas apparu à ce jour, même avec ce délai, c'est qu'il est extrêmement rare ou peu probable. Mais donc, tous les événements suspects après vaccination doivent être recensés et il y a pour ces vaccins, une pharmacovigilance qui a été renforcée. Dia suivante. Alors, là, c'est simple. Donc, on ne le donnera ni aux femmes enceintes, ni aux femmes allaitantes, ni aux personnes qui désirent être enceintes. Alors, vous allez me dire pourquoi? C'est tout simple. C'est de nouveau, il faut se retourner aux études qui ont permis la mise sur le marché de ces vaccins. Ils n'ont pas inclus ni de femmes enceintes, ni de femmes allaitantes, ni de femmes en désir de grossesse, donc susceptibles d'être enceintes. Et donc, le professeur Angler connaîtra probablement mieux le sujet que moi puisque de sa formation. Mais donc, on sait qu'à ce jour, on n'a pas d'effet tératogène, etc. rapporté. Mais c'est un principe de prudence. Et donc, on ne le fera pas. Sauf si on est dans une situation où les bénéfices, par exemple, pour une femme qui serait enceinte, seraient plus importants que le risque qu'on pourrait prendre et donc on pourrait le faire. Donc, ce n'est pas une contre-indication absolue, simplement ce n'est pas recommandé. Donc, en Belgique, on ne le fera pas. Dia suivante. C'est la même. Et donc, l'avis du Conseil supérieur de la santé, c'est facile. Pas pour la femme enceinte, pas pour la femme en âge de procréer souhaitant être enceinte. C'est-à-dire qu'on demande que la patiente qui se fait vacciner garde une contraception effective jusqu'à 2 mois après la seconde injection, c'est-à-dire que quand on lui fait la première injection, elle prenne une pilule ou toute autre chose pendant 3 mois. 2 mois après la deuxième dose ou 3 mois après la première dose, d'accord? Et ça, par un principe de prudence, en fait, c'est plutôt sécurisant. Et pour l'allaitement, c'est la même chose, on dit de nouveau la précaution, hein. C'est toujours comme ça, en fait, dans les études. Donc, on ne les vaccinera pas. Peut-on se faire vacciner si on est malade? Alors, bien entendu, si vous avez 38, je l'ai dit, on reportera comme pour n'importe quel vaccin. Si vous avez fait vous-même le Covid, eh bien, vous pouvez attendre. Alors, les Français disent, votre immunité naturelle, elle sera probablement de quelques mois, donc il n'y a pas d'urgence. En Belgique, ils disent que on dit qu'on peut attendre 14 jours. En fait, il n'y a aucune contre-indication à recevoir une vaccination, puisqu'il y en avait d'ailleurs dans les études qui ont permis la mise sur le marché des vaccins. Il y avait des patients qui avaient déjà eu la Covid et qui ont été vaccinés. Ça n'a posé aucun problème, ça représentait 500 patients. Donc, en fait, vous allez renforcer votre immunité. Donc, ce n'est pas un problème du tout, ce n'est pas dangereux. Ce sera très efficace. Donc, il suffit juste de décaler un petit peu et vous dire que vous n'êtes pas dans l'urgence de le faire demain. Vous pouvez attendre un petit peu, mais vous devez le faire parce que, je répète, l'immunité vaccinale est probablement meilleure que l'immunité naturelle. Surtout si vous avez fait une forme très légère, alors probablement que vous avez développé très peu d'anticorps et donc vous n'êtes pas à l'abri d'une nouvelle infection à Covid-19. Dia suivante. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Je propose qu'on interrompe ici parce qu'il est déjà 15h08 et il y a beaucoup de questions, dans la file. Et alors, je pense que le reste des réponses va venir à travers les questions. Mais je pense que c'est bien que l'on, si vous en êtes d'accord, que l'on donne au fond la parole à la salle.
si j'ose m'exprimer ainsi, et qu'on s'attaque. Alors, voilà, vous me voyez. Je vais donc, voilà, il y a 200 questions, hein, donc Voilà, il ne sera pas possible de répondre à tout, mais l'expérience montre qu'on peut faire quand même un bon paquet parce qu'on retrouve évidemment toute une série de questions très proches les unes des autres. Donc, n'en posez plus, parce qu'on n'arrivera de toute façon pas au bout des 200 questions. Voilà. Alors, on me demande, alors ça c'est plutôt des questions de logistique pour moi. Oui. Qu'en est-il des élèves aspirants nursing, donc les élèves infirmiers? Donc, pour le moment, on ne vaccine pas dans les écoles, mais on vaccine les personnels dans les institutions, y compris toutes les personnes qui y sont. Donc, les jeunes qui sont en stage ont la possibilité, s'ils le souhaitent, d'être vaccinés comme les autres membres du personnel. Ils sont en quelque sorte des membres du personnel. Est-ce qu'il faut compléter un questionnaire sur son état de santé? Soraya? Ah, pardon, je répondais. Non, alors en fait, non. Donc, ça dépend en fait de l'organisation devant laquelle vous vous retrouverez. Typiquement, moi, j'ai fait pour mon institution, donc moi, je travaille au CHU de Charleroi. Comme je vaccine mes collègues, médecins, infirmiers, etc., autour de moi, on a organisé un centre de vaccination. Pour des raisons organisationnelles, j'ai créé un petit questionnaire pour faciliter, si vous voulez, et permettre une vaccination plus organisée, où j'ai écrit « Est-ce que vous êtes enceinte, susceptible de l'être? Est-ce que vous êtes allaitante? Est-ce que vous avez déjà fait un choc anaphylactique ?» Des questions assez simples. Et donc, si les gens répondent non à toutes ces questions, immédiatement, ils vont dans un box et ils sont vaccinés de manière, à ce moment-là, très rapide, si vous voulez, avec 2 infirmières et des box de vaccination. S'ils répondent oui, j'ai fait un problème ou je suis allaitante, à ce moment-là, on le dirigeait vers une consulte un peu plus médicalisée. Donc, nous, ce questionnaire nous a permis de faire un tri et d'optimaliser la façon de travailler, en fait. Mais donc, ça dépend. Voilà. Oui, c'est ce qu'on fera dans les centres extra-hospitaliers. Voilà. Il y aura un questionnaire préalable de façon à identifier les personnes qui ont besoin d'un avis médical, en fait. Voilà. Allergie, on a répondu. Syndrome de fibromyalgie, est-ce qu'on peut être vacciné? Aucune contre-indication. Là, je vais faire un petit parenthèse pour les maladies inflammatoires, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que si on est immunodéprimé, on ne peut pas recevoir le vaccin. Donc, c'est une fausse information. Si vous êtes immunodéprimé, il n'y a aucune contre-indication à recevoir le vaccin, sauf si vous êtes en poussée de cette maladie auto-immune. Mais ça, c'est autre chose, parce que ça veut dire que c'est comme si vous aviez une infection. Donc, si vous êtes en poussée de lupus, on ne va pas vous vacciner au même moment. Mais si vous êtes sous immunosuppresseur, ça ne pose pas de problème. Ce qu'on ne sait pas bien, parce que c'est des groupes qui sont restreints dans les études, c'est si vous allez très bien répondre au vaccin. Oui. Mais pas si c'est dangereux. Vous pouvez le faire sans problème et je vous conseille, puisque vous êtes à risque, comme tous les patients avec des comorbidités. Donc oui, il faut le faire. Alors peut-être deux points de nouveau logistiques. Un, les webinaires sont mis en ligne sur le site de l'AVIC, donc ils sont accessibles. Et une question d'une directrice d'une école de promotion sociale qui fait de la formation d'aide familiale. Donc on ne vaccinera pas les élèves, on ne vaccinera pas les étudiants pour le moment. Par contre, les professionnels de l'aide à domicile font partie du groupe vacciné. À quand la vaccination pour les puéricultrices? Alors, les puéricultrices feront partie de la première ligne, donc vont être vaccinées. Alors, cette campagne de vaccination va débuter dans le courant de février. On doit recalculer les choses maintenant qu'on a un petit ralentissement des doses, mais on restera probablement dans la première moitié de février pour le démarrage et la durée de cette période est prévue pour 10 semaines. Si j'hésite à me faire vacciner pour l'instant, est-ce que je pourrais être vacciné plus tard gratuitement? Alors, 2 choses. On a été très clair, c'est une vaccination volontaire, donc les personnes qui ne veulent pas être vaccinées ne doivent absolument pas le faire. Quand on est dans un groupe prioritaire, on ne pourra pas revenir vous vacciner de manière prioritaire si vous passez votre tour. Ce serait évidemment pas possible dans une vaccination de masse.
Néanmoins, dans beaucoup d'institutions, l'organisation est faite en 2 passages. C'est par exemple le cas avec les maisons de repos dont je vous ai parlé en début d'exposé. On va repasser à partir de la semaine prochaine, faire la 2e dose des personnes qui ont été vaccinées la semaine du 5 janvier. Et à ce moment-là, on sera dans des institutions où éventuellement des personnes supplémentaires vont demander d'être vaccinées, surtout des membres du personnel, puisque un certain nombre de membres du personnel qui ont demandé à être vaccinés la semaine du 5 janvier n'ont pas pu l'être parce que les doses de vaccins n'étaient pas suffisantes et que la priorité avait été clairement indiquée comme devant aller aux résidents. Et donc, on vaccinera les personnes qui souhaitent encore l'être et ne l'ont pas été pour leur première dose à l'occasion du passage dans la semaine du 25. Et là, si quelqu'un hésitait en janvier et veut se faire vacciner maintenant, ben on ne va d'ailleurs pas lui demander des comptes sur pourquoi il vient maintenant. Il vient, il veut être vacciné, on le vaccinera. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de problème. Alors, dans les situations où vous avez laissé passer votre tour, comme on peut dire, on ne pourra pas après lever son doigt et dire tout compte fait, je veux être vacciné. Par contre, je vous rappelle que la vaccination concernera l'ensemble de la population. Donc, quelqu'un qui a laissé passer son tour prioritaire aura néanmoins la possibilité de se faire vacciner comme n'importe quel citoyen lorsque tous les citoyens à bas risque auront accès à la vaccination, ce qui va être, comme je vous l'ai dit tantôt, au cours de l'été. Est-ce que la vaccination rend stérile? Non. D'abord, on n'a aucune raison d'imaginer une chose pareille. Ensuite, nous avons eu, il y a maintenant 2 à 3 semaines, la publication des données animales sur le vaccin Pfizer, donc qui montre qu'il n'y a aucun impact sur la fertilité, aucun risque de malformation et aucun risque de problème, d'augmentation des problèmes pendant la grossesse sur les modèles animaux, ce qui est des données évidemment très rassurantes, mais qui ne remplacent pas les données humaines et qui ne nous conduisent pas dès maintenant à recommander la vaccination des femmes enceintes. Mais il y avait la semaine passée 35 millions de personnes qui avaient reçu le vaccin au mRNA dans le monde. Ça, c'était le dernier état que j'ai vu du registre. Ça a encore augmenté depuis, mais je ne suis pas les chiffres tous les jours. Et donc, il y a déjà un petit paquet de femmes enceintes, évidemment, dans le lot. Les grossesses qui apparaissent de manière imprévue sur 35 millions de gens, vous imaginez que ça arrive. Et donc, on observe ces grossesses. Jusqu'à présent, on n'a aucune inquiétude. Et donc, c'est à travers ce type d'événement qu'on va très vite avoir la réassurance que, comme d'habitude pour les vaccins qui ne sont pas des vaccins vivants, il n'y a pas de contre-indication pendant la grossesse. Mais donc, le professeur l'a rappelé et je pense que c'est la sagesse même. Si on est enceinte pour le moment, on ne vaccine pas, sauf s'il y a une raison très particulière, quelqu'un qui serait exposé de manière impossible à éviter à des tas de gens positifs et que le risque d'être malade deviendrait extrêmement élevé, mais enfin, on ne voit pas trop chez nous ce type de contexte. Les Américains qui ont fait des études sur la maladie pendant la grossesse et qui ont montré qu'il y a un surrisque de faire une Covid sévère quand on est enceinte, ont été assez libéraux sur le fait de vacciner sans aller jusqu'à recommander la vaccination. Alors nous avons été un petit peu plus prudents, mais on n'interdit pas de vacciner quelqu'un qui voudrait absolument l'être et qui serait dans une situation de risque telle qu'on pourrait considérer que c'est raisonnable. Pour les femmes qui souhaitent être enceintes, je le rappelle, on espace simplement de 2 mois l'arrêt de la contraception avec la dernière dose du vaccin de façon à ne pas les superposer, mais c'est de la prudence. Alors, les élèves dans les écoles, j'en ai parlé. Alors oui, donc on va avoir, et vous serez sûrement beaucoup dans les questions à dire, et pourquoi ma profession, pourquoi mon école, pourquoi mon métier n'est pas un métier prioritaire. Alors, il y a évidemment toujours un côté arbitraire
au moment où vous tracez la ligne entre le groupe prioritaire et le groupe qui ne l'est pas. Les groupes ont été faits sur l'exposition au risque. Et comme vous avez vu, en région wallonne, c'est quand même déjà plus de 100 000 personnes, 120 000 personnes. Donc, c'est très difficile d'étendre. Alors, nous, on est très contents d'avoir ce type de plainte, parce que ça veut dire qu'il y a un attrait pour le vaccin, et c'est ce qui nous paraît le plus important. Maintenant, on est quand même maintenant à marche forcée, donc je pense qu'il faut aussi raison garder dans un délai de quelques mois, tout le monde aura l'occasion, qu'il soit dans les groupes prioritaires ou non, de se faire vacciner. Question autour de la grossesse, on a répondu. Alors, pardon. Il y a peut-être deux choses qu'on n'a quand même pas dites, c'est la durée de protection du virus Oui. que j'ai vu, du vaccin. Et Oui. donc, il faut savoir qu'elle n'est pas établie à ce jour. Et donc, c'est important, mais elle est probablement de plusieurs mois, voire années. Et on ne sait pas donc à ce jour si des doses de rappel sont recommandées. Mais n'oubliez pas que comme c'est une technique très adaptative, si on devait faire un rappel ou s'il y avait un nouveau variant qui n'est pas couvert par le vaccin, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui, jusqu'à présent le vaccin fonctionne, c'est pour ça qu'il faut aller assez vite puisque vous avez vu qu'il y avait des nouveaux variants, eh bien on pourra proposer une nouvelle vaccination avec un nouveau modèle. Donc c'est très très facile à adapter. Mais à ce jour, on ne peut pas répondre à cette question. La durée de protection conférée par le vaccin. Alors, la politique de vaccination contre la COVID-19 en Belgique est assez simple. Elle est séparée en deux grandes périodes. Une période qui est à peu près le premier trimestre de cette année, où les doses de vaccins dont nous disposons sont fort limitées. Vous avez entendu qu'en plus, parfois plus limitées que ce qui était prévu du fait du prince, hein, de décisions unilatérales qu'ont pris les firmes. Et dans ce contexte, la priorité a été donnée à deux types de profils, des personnes dont le bénéfice personnel était le plus grand, c'est-à-dire ceux dont le risque de faire une Covid grave ou d'en mourir était le plus élevé, et c'est ça qui conduit à la fois à la priorité de l'âge et à la fois à la priorité de la vie en communauté, en maison de repos, parce que c'est là que les épidémies locales ont tué le plus de monde au cours de la première vague, vous vous en souvenez tous, et d'autre part le personnel des services de santé, parce que l'autre problème auquel on a été confronté et qu'on voudrait éviter si une troisième vague de la pandémie devait nous atteindre, c'est la paralysie du système de santé parce que le personnel tombe malade. Et donc, c'est ça qui explique que maintenant que nous sommes déjà bien engagés dans la vaccination des personnes âgées en institution, on démarre la vaccination dans le personnel de santé. C'est entre autres la raison pour laquelle on vous a invité à ce webinaire. Alors, est-ce que la vaccination se fera en fonction du lieu où on travaille, où on enseigne, ou en fonction du domicile? Alors ça dépend de la période de vaccination. Pendant la période 1A, c'est le lieu où l'on travaille qui détermine l'endroit où on est vacciné. Ce sera, on y travaille, mais ce sera le cas pour la première ligne. Par contre, quand on va basculer sur des centres de vaccination où on va inviter la population, en principe, on invitera sur base de la proximité du domicile. Alors, combien de temps durera l'immunité? Des groupes qui souhaiteraient qu'on étende les groupes à risque. Quel est le lien entre les effets secondaires de ces vaccins et ceux de la grippe? C'est différent. En fait, je pense que la douleur, le vaccin de la grippe ne fait pas très mal au bras. Celui-là, il fait plus mal au bras. Après, oui, on va dire que ça se ressent pour les effets systémiques. Je pense que ça donne plus de… Moi, la grippe, je le fais chaque année. Je n'ai pas vraiment eu des myalgies. Ici, c'est rapporté un peu plus. Bon, on va dire qu'il y a un petit peu plus de douleur au bras et
Ça reste, je vous dis, moins de 10% les effets systémiques, donc c'est modeste. Un peu plus immunogène, mais on est surpris par le peu d'effets secondaires qu'on observe depuis qu'on a commencé la vaccination par rapport à ce qui avait été décrit, où on s'attendait à ce qu'il y en ait plus. Est-ce qu'on peut déclarer la maladie à cause de la vaccination? Non. C'est classique, la réponse clairement non. On ne vous injecte pas le virus, on ne peut pas tomber malade, on ne peut pas faire la maladie à cause du vaccin. Et il y avait une autre question un peu dans le même… est-ce qu'il faut faire un dosage d'immunité avant de se faire vacciner? Donc, on n'a pas abordé évidemment la question des personnes qui ont déjà fait la COVID et on a beaucoup de questions toujours de ce type-là, c'est-à-dire est-ce qu'il faut doser mes anticorps? Est-ce que si j'ai beaucoup d'anticorps, je ne dois pas me faire vacciner? Toutes ces choses-là. En fait, il y a plusieurs problèmes. C'est que, en fait, il y a une… donc, vous pouvez avoir fait la Covid-19, vous l'avez peut-être remarqué vous-même, et ne pas avoir eu d'anticorps, ou avoir fait… donc, on sait maintenant que quand les formes sont très légères, le taux d'anticorps est moindre quand la forme est plus importante. Mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire que vous pouvez avoir fait la Covid, avoir des anticorps qui vous protègent pas longtemps ou mal. Donc, en fait, décider qu'on va vacciner en fonction de ce taux d'anticorps n'a pas de sens, en fait. Parce que vous pouvez avoir des anticorps et quand même refaire la maladie, ou vous pouvez ne pas avoir d'anticorps et avoir ensuite une forme asymptomatique. Donc, en fait, on ne peut pas trancher. Ce qu'on sait, c'est que vous l'ayez faite ou pas, quand on va vous vacciner, si vous devez re-rencontrer la maladie une autre fois, vous serez protégé dans 95% des cas. Oui, donc dans les études cliniques que le professeur Sherafi vous a montré, il y avait un nombre non négligeable de personnes qui avaient des anticorps. Ils ne font pas plus d'effets secondaires, ils sont protégés exactement comme les autres et donc on n'a aucune raison de les écarter de la vaccination. Oui. Alors, une question, alors ça je vais peut-être répondre. C'est une enseignante qui dit qu'elle travaille avec des élèves hospitalisés et est-ce qu'elle peut se faire vacciner? Donc ça, la réponse est clairement oui. Ce qu'on a dit, et c'est déjà le cas pour l'hôpital, puisque là on a commencé, c'est tout le personnel de l'hôpital, indépendamment de savoir quel est son contrat. Si c'est un enseignant qui encadre les stagiaires et qui se passe ses journées dans l'hôpital, si c'est une personne qui nettoie les chambres et qui est donc exposée, qui appartient à une firme de sous-traitance, tous ces gens-là ont, au même titre que le personnel qui a un contrat en bonne et due forme avec l'institution dans laquelle on vaccine, ont accès au vaccin. Et d'ailleurs, la médecine du travail, pour ce qui concerne les maisons de repos, avait très clairement accepté de dire qu'ils vaccineront tous les gens qui sont du côté du personnel sans se poser et sans poser de questions sur le type de contrat, y compris d'ailleurs pour vacciner les bénévoles. Est-ce qu'il faut signer une décharge afin de pouvoir se faire vacciner? Non. Non seulement il ne faut pas faire signer de décharge, mais le consentement à la vaccination est un consentement oral. La législation sur le droit du patient est très claire. Il détermine très clairement dans quelle situation un consentement écrit est requis. Il y a très peu de situations en Belgique où on exige un consentement écrit et la vaccination n'en fait évidemment pas partie. Et donc, il n'y a rien à signer, certainement pas une décharge par rapport pour pouvoir se faire vacciner. Alors, il y a évidemment toujours les personnes qui sont en fin d'études et qui vont entrer dans la vie professionnelle. On a aussi la question dans les maisons de repos en disant comment on va faire avec un nouveau résident qui arrive dans un mois et qui n'est pas vacciné. On va avoir probablement un petit gap où ce sera un tout petit peu compliqué puisqu'on sera passé déjà dans l'institution et on ne pourra pas repasser chaque fois qu'il y a une nouvelle personne qui arrive ou qui sort de l'école. Par contre, je l'ai rappelé, dès le mois d'avril-mai, les personnes prioritaires de toute la population pourront être vaccinées dans des centres et pour une personne qui veut entrer en maison de repos, elle a en général plus que 65 ans. Donc, dès qu'on commence cette phase-là, elle a droit d'accès à la vaccination indépendamment de la maison de repos. Et bien entendu, ensuite, quand toute la population aura accès,
les personnes adultes qui sortent de l'école y auront accès a fortiori eux-mêmes. La vaccination est-elle obligatoire? Il est très clair que la vaccination est une vaccination volontaire et qu'elle est par ailleurs gratuite, c'est-à-dire que c'est la collectivité qui prend en charge l'ensemble des coûts. La personne qui se fait vacciner ne paie. Maladie d'Hashimoto, Madame l'interniste. Aucun problème. Voilà. Donc aucune maladie auto-immune n'est une contre-indication, encore moins celle-là, hein, donc pas du tout, du tout. Moi, j'aimerais revenir sur un autre point pour la vaccination, parce que j'ai vu défiler, c'est le problème des patients qui ont des troubles de la coagulation. On entend ça souvent. Donc, en fait, il faut savoir que le principal problème, c'est que c'est une intramusculaire. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a mal au bras. Contrairement, par exemple, à la grippe, on est plutôt en sous-cutané. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on fait attention aux patients qui sont sous anticoagulants. Mais donc, bien entendu, ce n'est absolument pas une contre-indication. Si vous êtes sous Xarelto ou Lixiana, ce n'est pas un problème. Simplement, par exemple, si vous êtes sous Syntron et que vous n'avez pas été contrôlé depuis longtemps, ça vaut la peine de vérifier votre INR avant de faire une intramusculaire. Mais ça, c'est finalement pour n'importe quel intramusculaire. Et donc, j'ai vu quelqu'un qui disait qu'il avait un facteur 5 de Leiden, donc dans le sens inverse, c'est-à-dire procoagulant. Il n'y a aucune littérature là-dessus, donc pas de contre-indication à se faire vacciner non plus. Donc, ces troubles de la coagulation sévères. Plusieurs questions évidemment qui reviennent autour de la grossesse et l'allaitement. Je pense qu'on a répondu. On ne vaccinera pas les femmes enceintes et les femmes allaitantes. Celles qui veulent un enfant doivent simplement décaler de 2 mois l'arrêt de la contraception pour ne pas les superposer. Maintenant, si quelqu'un devait découvrir une grossesse juste après la vaccination, que ce soit clair que ce n'est absolument pas une indication d'interruption de grossesse, on n'a aucun argument aujourd'hui pour dire que c'est dangereux, c'est juste de la prudence. Une infirmière allaitant fait-elle le vaccin? Entre les vaccins Covid et les autres, on y a répondu 2 semaines, mais comme le professeur Chérifi l'a dit, c'est une précaution, on fait des tas de vaccins ensemble. Le fait est que c'est tellement nouveau qu'on n'a pas observé ça. Donc, en absence d'informations sur d'absence d'essais cliniques, on est mieux ne pas mélanger, même si on n'a aucun argument pour que ce soit un problème. Alors, si c'est l'occasion, pose la question de savoir si c'est l'occasion, s'il faut aussi se faire vacciner contre autre chose, l'hépatite B, les autres vaccins d'ITPR, etc. Non, la campagne de vaccination ne permettra pas, dans une vaccination de masse, de mettre à jour le reste. Par contre, si à l'occasion de cette vaccination-là, quelqu'un se pose la question de regarder son livret vaccinal et de mettre ses vaccinations en ordre, ça, nous ne pouvons que l'encourager. Est-ce qu'il faut s'isoler après avoir été vacciné? Non, puisque j'espère qu'on a été suffisamment clair, on ne vous injecte pas la maladie. On vous injecte juste l'instruction pour que vos cellules fabriquent l'antigène contre lequel vous allez vous immuniser. Et donc, ce n'est pas contagieux. Il n'y a rien là-dedans de viral qui puisse être contagieux. Vaccination pour ceux qui ont déjà fait la Covid. Alors, pour la grossesse, la contraception, on l'a compris. Est-il possible qu'il y ait une transmission du virus entre la mère et l'enfant? Alors, il n'y a pas de grande inquiétude pour l'enfant. Il y a des inquiétudes pour les femmes enceintes qui font la Covid. Les données de la littérature ne sont pas tout à fait claires. Il y a une grosse étude du CDC américain qui suggère des Covid plus sévères chez les femmes enceintes. Et c'est pour ça que les Américains étaient plus militants sur le fait de quand même vacciner malgré le peu de données cliniques. Mais il n'y a pas de... alors, dans l'allaitement, on pense vraiment que si le vaccin passe dans le lait, il sera détruit dans le tube digestif. Mais de nouveau, l'absence de données et le fait que ce n'est probablement pas
non plus une période à très haut risque. Ce sont des jeunes femmes et les enfants, comme on l'a rappelé, ont peu de risque de faire une maladie sévère et donc on a plutôt tendance à surseoir à la vaccination. Des gens qui ont eu des petits problèmes de connexion, manifestement. Alors, ça, je crois que c'est une question extrêmement importante qu'on n'a pas eu le temps d'aborder. Si je suis vacciné, est-ce que je peux toujours être porteur et transmettre le virus? C'est pour moi? Ça va bien. Ah oui, donc je vais vous donner un peu une image. Donc, par exemple, je vais prendre le MRSA, si les gens connaissent. Donc, par exemple, vous pouvez être vecteur de MRSA sans le faire. Je vous donne un petit peu une image en tant que soignant. Donc, ça veut dire que vous pouvez être vacciné, par exemple, pour la COVID, et donc vous-même ne pas être sûr que si vous deviez tomber malade, être protégé si vous étiez en contact avec la COVID, mais vous pouvez être vecteur temporaire de ce virus, par exemple, d'un patient à l'autre. Voilà une image. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, on pourrait imaginer tout à fait que vous soyez en contact et que vous étiez, par exemple, on vous donne la première dose et donc vous pensez que c'est bon, mais en fait, vous étiez en incubation d'un Covid. Donc, vous allez développer la Covid entre la première et la deuxième dose. Ça n'a rien à voir avec la vaccination. C'était prévu que vous alliez le faire. Vous allez d'ailleurs même faire une forme moins grave puisque vous avez déjà reçu une dose de vaccination. Donc, typiquement, voici deux situations où vous pouvez transmettre l'infection alors que vous êtes vous-même vacciné ou partiellement vacciné. Donc, il est extrêmement compliqué de dire, parce que c'est ça que la question vient ensuite toujours, quand on est vacciné, on peut enlever le masque et couper tous les gestes barrières. Eh bien, pas tout à fait. Plus on va vacciner, plus la propagation du virus va être difficile et réduire le nombre de cas, mais on ne pourra pas le faire en une fois. Donc, ça va se faire par étapes. Donc, clairement, en vous vaccinant, vous vous protégez d'abord vous-même de développer une Covid ou une forme sévère, mais après, pour la transmission, c'est un peu plus subtil. Par contre, il ne faut pas confondre, ce sera ma dernière phrase, le fait de se dire que parce qu'on vous vaccine, vous allez temporairement avoir la Covid et donc le transmettre. Ça n'a rien à voir. Hein. Vous avez compris les deux exemples que j'ai donnés. J'espère que j'ai été claire. Alors, intervention chirurgicale et vaccin, il n'y a pas de. On peut vacciner quelqu'un qui a eu une intervention chirurgicale, sauf si on retombe dans la question de savoir que cette intervention chirurgicale était liée à une partie active d'une maladie qui serait elle-même une raison pour retarder la vaccination, mais ce n'est pas. L'intervention chirurgicale en elle-même n'est pas une contre-indication à la vaccination. La maladie d'Hashimoto, on en a parlé. Allergie aux INS, y compris l'aspirine. Dans ce contexte, mon généraliste me déconseille la vaccination par ARN. Je pense que il n'y a pas. Je ne pense pas que le type de vaccin ait quelque chose à voir. Voilà, c'est ça. Ça veut dire simplement que si vous faites des effets secondaires un peu désagréables, vous ne pourrez pas avoir les médicaments de confort comme quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça. Et puis alors, on se méfie toujours des patients qui font des grandes réactions. C'est-à-dire, si vous êtes vous-même un patient multi-allergique et que vous avez sur vous une seringue d'épipène, donc d'adrénaline, évidemment, ces patients-là, on n'aura pas envie de les vacciner parce qu'on se dit, tiens, s'ils sont allergiques à ça, peut-être qu'ils sont allergiques à autre chose. Donc, les grands allergiques, moi, je ne les vaccine pas, sauf dans un contexte particulier avec une surveillance particulière. Mais ici, il ne s'agit pas de ça, donc je ne vois pas très bien. Il n'y a pas de contre-indication avec la composition du vaccin. Alors, on a parlé de la vaccination déconseillée, on en a parlé. Si on fait le vaccin demain, dans 3 ans, est-ce que le vaccin passe? Donc ça, c'est la durée de vie du vaccin. Je pense qu'on a répondu. On ne la connaît pas maintenant. Elle est sûrement de quelques mois et probablement ce qu'on entend le plus souvent sur la base de la vitesse d'évolution de décroissance des anticorps chez les personnes qui ont été vaccinées dans les études cliniques. On dit entre 1 et 3 ans comme étant la durée de vie du vaccin la plus probable, mais c'est un peu un pari, il faut le reconnaître. Alors, la technique ARN a été abandonnée pour Ebola. Oui et non. Il y a donc aujourd'hui, c'est vrai que le vaccin Ebola qui est utilisé aujourd'hui n'est pas un vaccin ARN, mais j'ai fait un peu la littérature. Il y a une quinzaine de vaccins ARN qui sont en expérimentation aujourd'hui, dont, si je me souviens bien, un pour Ebola,
un pour la chikungunya par exemple. Il y en a toute une série et il y a une série de vaccins à mRNA en médecine vétérinaire. Donc, ce n'est pas tout à fait vrai quand on dit qu'on n'a pas d'expérience des vaccins à mRNA. Mais c'est la première fois qu'en médecine humaine, on met sur le marché un vaccin à mRNA. Ce que j'ai aussi lu, c'est qu'une des raisons pour lesquelles beaucoup d'autres vaccins n'ont pas été jusqu'au marché, c'est le problème de la chaîne du froid et de la fragilité du vaccin mRNA. Alors ici, on passe au-dessus parce que l'objectif de santé publique surpasse tout, mais si c'est un vaccin, je dirais, dans la vraie vie, les conditions de conservation des vaccins sont souvent un critère très important de mise sur le marché, indépendamment de leur sécurité ou de leur efficacité. Et donc, il y a un certain nombre de vaccins qui n'ont pas été jusqu'à la mise sur le marché jusqu'aujourd'hui à cause du problème de la fragilité qui nécessite cette chaîne du froid. Est-ce que le vaccin est obligatoire pour les étudiants stagiaires? Le vaccin n'est obligatoire pour personne. Alors, quand allons-nous recevoir un formulaire? Vous allez être convoqué en fonction de votre groupe, comme je l'ai expliqué, et donc on sollicitera les différentes professions, les différentes tranches d'âge au fur et à mesure que leur tour viendra. Mais comme vous l'avez entendu, pour le moment, c'est les hôpitaux qui sont venus compléter les institutions pour personnes âgées et pour personnes avec handicap, parce qu'on commence aussi la semaine prochaine les institutions pour personnes handicapées. Un lieu de stage peut-il nous refuser si on n'est pas vacciné? Non. La vaccination est aujourd'hui une vaccination volontaire et donc on ne peut pas être exclu sur la base du fait que l'on n'est pas, qu'on n'est pas vacciné. Les personnes ayant un terrain allergique, on a répondu. Est-ce qu'un vaccin est une thérapie génique? Pas du tout. Je pense qu'on a répondu qu'on n'intègre rien dans l'ADN. C'est un messager qui fait produire les protéines et puis qui est détruit. Est-ce que tous les étudiants en médecine devront se faire vacciner à Erasme? J'espère que non pour l'hôpital, parce que là, ils vont être un peu encombrés. Donc, chacun est vacciné sur son lieu de stage. Oui, nous les prenons. Femme enceinte allaitante. Y a-t-il un risque de se faire vacciner si on aurait un début de Covid sans le savoir? Bonne question. Si on a déjà on est en incubation. Si on serait en début d'infection, mais qu'on ne le sait pas encore, et qu'on se vaccine. Au contraire. À la limite, puisqu'il y a eu déjà le cas dans les études, et donc finalement, puisque je vous rappelle que ça protège, si vous tombez malade, les symptômes seront moins graves si vous avez déjà bénéficié d'une petite dose. Au pire, ça ne fera rien. En tout cas, ça ne vous fera pas de mal. Alors, donc, aucun problème. Nous sommes en train de vivre un exemple de ça en temps réel, puisque dans les MRS qui ont été infectés probablement par le variant UK en Wallonie cette semaine, une d'entre elles, les résidents ont été vaccinés la semaine passée. Et donc, on pense que grâce au fait qu'à partir d'une dizaine de jours, il commence à y avoir une protection, on espère que pour eux, la maladie sera moins grave grâce au fait que très vite, dans les jours qui viennent, ils vont arriver aux 10-12 jours d'effet du vaccin, puisque l'épidémie s'est déclenchée juste après ou juste pendant que l'on faisait la vaccination de cette maison de repos. Et donc, on espère qu'elle sera très vite protégée, et les autres aussi d'ailleurs. Voilà, écoutez, il est déjà 42, donc on est presque 15 minutes au-delà de notre temps. Je pense qu'il faut qu'on interrompe ici. Il y a évidemment énormément de questions. Maintenant, il y en a beaucoup les mêmes. Je pense qu'on a répondu à l'essentiel, mais malheureusement, ce n'est pas
possible vous en avez en plus rajouté, parce qu'il y en a 316 maintenant, alors qu'on était à 200 aidés quand on a commencé à y répondre. Alors, je vous peut-être renvoie vers 3 éléments. Donc, sur le site de la VIC, il y a des informations sur la maladie, et particulièrement, il y a ce qu'on appelle un Q&A, c'est-à-dire Question and Answers, qui sont des réponses qu'on a faites à des questions systématiques, d'ailleurs, entre autres, en se basant sur celles comme aujourd'hui, qui sont dans le chat d'un webinaire. Et enfin, les webinaires sont mis en ligne et donc c'est l'occasion éventuellement d'aller revoir un webinaire qui vous permette éventuellement de réentendre une réponse qui n'aurait pas été tout à fait claire. Voilà, on va arrêter ici. Je vous remercie d'avoir été si nombreux avec nous et si actifs aussi. On le voit à travers le chat. Remercier le professeur Chérifi de nous avoir consacré son temps, parce que je sais qu'elle a quelques autres obligations dans son agenda, mais je pense que c'est important que vous ayez pu entendre ce que l'on sait. On sait déjà quand même beaucoup de choses qui sont très positives, répondre au maximum de questions, dans l'espoir de vous donner le sentiment que vous avez les outils pour prendre votre décision en bonne connaissance de cause, mais aussi comme personne du secteur de la santé qui est très écoutée par la population, que vous puissiez alors répercuter ces éléments qui nous ont convaincus et qu'on pense qui de ce fait devraient vous convaincre aussi, que c'est la bonne piste pour sortir de cet enfer dans lequel nous sommes englués depuis maintenant presque 1 an. Voilà, je vous souhaite une très bonne après-midi et prenez soin de vous et des autres et à bientôt. Au revoir. Voilà. C'est fini. On est toujours en direct.